Ouais, je pense que là, ça va être bon. OK. Donc je reprends. L'apprentissage automatique a donc pour but de pouvoir, permettre aux ordinateurs d'apprendre automatiquement de leur expérience. L'exemple que je viens de vous donner, hem, fait analogie à l'apprentissage humain. C'est-à-dire que, nous n'avons pas besoin de connaître tous les objets du monde, par exemple toutes les tables du monde, pour qu'on puisse reconnaître une table qu'on n'a jamais vue et savoir que c'est une table. Parce que ça ressemble beaucoup aux autres tables qu'on a vues dans notre expérience. Par sa fonctionnalité, par sa forme, par la façon dans laquelle on peut décrire cet objet. Et donc, c'est un peu poussé par cette idée-là que l'apprentissage automatique a commencé à apparaître comme étude, comme thématique de recherche dans le domaine de l'informatique. Et du coup, l'idée ici, c'est de dire que puisqu'on parle d'apprentissage, on va aller dans un sens différent de l'informatique, on va dire classique, dans laquelle on crée des programmes qui sont sous la forme d'une espèce de recette qui disent de manière procédurale comment il faut faire pour arriver à un certain objectif, d'avoir un certain résultat. Et donc ici, l'idée, c'est justement de donner cette liberté, entre guillemets, aux ordinateurs, de prendre leurs décisions automatiquement. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est comment on peut développer donc des algorithmes qui sont capables d'apprendre à partir des données et de faire des prédictions. Donc, prendre des décisions à la place de l'humain. Et justement, je dis données. Pourquoi? Parce que j'ai parlé tout à l'heure d'expérience. Pour un être humain, l'expérience, c'est le vécu. Pour un ordinateur, l'expérience, ça va être justement les données. D'accord? Eh bien, on va essayer de définir ce problème un peu formellement. La question fondamentale de l'apprentissage automatique est donc celle qui peut s'exprimer de la manière suivante. Donc, comment on peut construire des systèmes informatiques, des systèmes automatiques qui sont capables d'amener cette amélioration par l'expérience et quelles sont les lois fondamentales qui gouvernent ce processus d'apprentissage. Et vous voyez bien qu'ici, on a cette question, quelque part, englobe deux questions fondamentales des deux domaines, donc le domaine de l'informatique et le domaine de la statistique. En informatique, on se pose la question comment on peut construire des machines qui sont capables de résoudre des problèmes et quels problèmes sont faisables, donc quels problèmes on peut résoudre. Hein. Donc, on construit des théories par rapport à ça, notamment la théorie de la complexité, par exemple, que vous connaissez déjà. Et en statistique, on se pose la question comment on peut, à partir de données, donc beaucoup de données normalement, comment on peut inférer de la nouvelle connaissance, sous quelle hypothèse et avec quelle fiabilité. D'accord? Et donc, effectivement, j'insiste ici sur le fait que nous avons une science, donc une discipline qui puise beaucoup dans les statistiques et les probabilités. Donc, je suppose que vous avez fait un tout petit peu des stats, un peu de proba peut-être. Pour bien faire de data science et pour bien faire de l'apprentissage automatique, il faut avoir des bases assez solides, on va dire, en stats, mais aussi en mathématiques de manière générale. Donc, on va voir au fil de cette matinée qu'il y a un très grand nombre d'algorithmes d'apprentissage automatique qui utilisent beaucoup, qui s'appuient beaucoup sur des machineries mathématiques d'optimisation, par exemple, de algèbre linéaire, donc calcul matriciel, par exemple, vectoriel. Et donc, du coup, ces bases-là, les bases en maths, semblent vraiment importantes pour pouvoir bien comprendre les fondements du machine learning et surtout aller plus loin qu'un utilisateur lambda des multiples outils qui existent aujourd'hui pour faire de data science, tels que Weka ou R ou Scikit-learn.
Bon, avec vous, malheureusement, on ne va pas pouvoir faire ça. Enfin, malheureusement pour vous, je ne sais pas, peut-être heureusement, mais on n'aura pas la possibilité d'aller très loin dans les fondements mathématiques de ces algorithmes. Donc, ce qu'on va faire, on a juste une matinée pour parler d'apprentissage automatique. Vous allez voir, c'est assez dense, sachant que c'est un thème qui est très large. Donc, on peut dédier tout un cours, hein, même plusieurs cours, modules, je veux dire, à cette thématique. Mais voilà, gardez ça en tête et surtout si vous avez le temps et la motivation, n'hésitez pas de votre côté de vous former un tout petit peu sur les bases qui pourraient manquer, les bases mathématiques, les fondements mathématiques qui pourraient manquer pour pour mieux comprendre les algorithmes d'apprentissage automatique. Eh bien, comme je l'ai dit, nous avons donc un mélange de plusieurs disciplines, dont l'informatique et les statistiques, mais pas que. Donc, on se trouve dans le domaine plus large de l'intelligence artificielle, bien évidemment. On va parler tout à l'heure un peu plus en détail de ça. Je l'ai dit tout à l'heure, on se base beaucoup sur des résultats qui viennent de la théorie de l'optimisation mathématique et la complexité computationnelle, parce que parfois, on se retrouve à traiter beaucoup de données, donc une dimension qui peut devenir assez importante. On parle beaucoup de réseaux de neurones aujourd'hui, donc c'est parmi les méthodes qui sont les plus performantes dans ce domaine-là. On ne va pas avoir avec vous le temps d'aborder ça pendant ce cours, mais on fera ça l'année prochaine. En M2, pour le coup, le thème central en machine learning, ce sera justement les réseaux de neurones. Et donc, du coup, les réseaux de neurones sont inspirés par la neuroscience et donc la biologie, si vous voulez. Et bien sûr, il y a un nombre de questions de l'ordre plutôt éthique et philosophique qui sont extrêmement importantes et vraiment centrales. Encore une fois, je l'ai dit, pour être un bon data scientist, il faut connaître bien les maths, mais j'ajouterais aussi pour être un bon data scientist et surtout quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle, il faut s'intéresser au moins un tout petit peu à toutes ces questions d'ordre philosophique, éthique, qui accompagnent le développement des algorithmes d'intelligence artificielle. Vous avez tous entendu et tout entendu parler de développement aujourd'hui, par exemple les véhicules autonomes. À un moment, on est déjà face aux questions telles que, eh bien, si une voiture autonome est face à une décision à écraser un piéton ou à sacrifier les personnes qui sont à l'intérieur de la voiture, comment agir? Quelle décision prendre? Oui, pour aller plus loin, l'intelligence artificielle a un impact qu'on commence à voir sur nos sociétés déjà, notamment par exemple par le fait qu'il y a un vrai changement de la nature même de travail humain, de type de métier. Euh, on est capable plus ou moins de dire aujourd'hui avec certitude que d'ici 10 ans, on ne pourrait même pas savoir, on ne pourrait même pas prédire quels seront les métiers qui seront devenus obsolètes, quels seront les métiers qui seront nécessaires à apprendre à l'université, par exemple. Donc, j'ouvre juste une parenthèse. Un historien israélien qui a écrit le livre Sapiens, que vous connaissez peut-être, Yuval Harari, il a dit une fois que Google recrutera plus des informaticiens d'ici 10 ans parce qu'il y en aura beaucoup trop. Par contre, il va recruter des philosophes pour pouvoir répondre à ces enjeux d'ordre éthique et philosophique. Bon, on revient donc à notre théorie de machine learning. On va s'appuyer sur une définition qui est classique et qui vient de Tom Mitchell, qui n'est pas nouvelle, qui existe depuis une trentaine d'années maintenant. Et donc Tom Mitchell qui a formulé la définition suivante. Donc un programme informatique, on peut dire qu'un programme informatique apprend à partir d'une expérience E par rapport à un ensemble de tâches T avec une mesure de performance P. Si sa performance par rapport à cette tâche T, mesurée par la mesure P, s'améliore avec l'expérience E. Okay. Donc, on va voir tout à l'heure exactement dans un exemple comment ces trois choses sont définies, l'expérience, la tâche et la mesure de performance. Mais déjà, gardons en tête le fait qu'il s'agit ici d'une définition qui est opérationnelle, c'est-à-dire la question
qui se posait avant à Tom Mitchell, c'était est-ce que les machines sont capables de réfléchir? Et donc, Tom Mitchell est venu pour dire non, c'est pas ça la question qui nous intéresse, c'est plutôt est-ce que les machines sont capables de faire ce que les êtres qui réfléchissent sont capables de faire. Donc là, il y a une différence qui est vraiment fondamentale pour le coup. Et donc, en fonction de comment on va définir les tâches, la mesure de performance et l'expérience, on va avoir des différents types d'apprentissage automatique. Par exemple, la classification, clustering. On va voir avec vous plusieurs exemples. Et commençons déjà avec cet exemple-là. Donc, si on s'intéresse à la tâche de filtrer les emails des spams, donc c'est quelque chose qui se fait automatiquement aujourd'hui avec plus ou moins de succès. Et donc, la tâche ici, c'est quoi? C'est de décider si on a un nouvel email qui arrive. Est-ce que c'est un courriel désirable ou pas? D'accord? Donc, ça semble assez simple comme tâche. Et la mesure de performance, ça va être le pourcentage d'emails qu'on a filtrés de manière correcte. Donc là, on ne s'est pas trompé. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à justement une expérience d'apprentissage, donc un ensemble d'emails pour lesquels on connaît préalablement leur label. Donc, s'agit-il de spam ou de email? D'accord? Donc là, c'est important de comprendre vraiment ce principe, c'est que nous avons besoin de données labellisées, donc ce qu'on appelle des données d'apprentissage, qui nous permettent justement de construire donc notre règle de décision en arrivant à une nouvelle instance, une nouvelle donnée qu'on ne connaît pas, dans notre exemple un email, pouvoir automatiquement prédire sa classe. Quand je dis classe, ici il y en a deux, spam ou bien courriel désirable. Ok. Et donc, parlant d'applications, je pense que vous avez tous déjà en tête plusieurs exemples. Donc, sur le web, par exemple, les méthodes d'apprentissage automatique sont très utilisées pour faire de la recommandation, par exemple, pour faire de recherche d'informations, améliorer la recherche d'informations notamment, pour faire de la traduction automatique. Donc, chose qui se faisait avant à la base des règles, à la base des corpus parallèles. Aujourd'hui, on utilise la richesse du web comme donnée d'apprentissage, donc l'expérience nécessaire pour les algorithmes pour faire de la traduction automatique. Mais pas que, on verra justement en troisième semestre avec vous des méthodes qui permettent d'apprendre automatiquement des représentations, donc des vecteurs, des représentations vectorielles de nos données à partir des données déjà existantes sur le web. Donc l'apprentissage est aussi beaucoup utilisé par exemple en médecine. De plus en plus on parle de diagnostic automatique, chose qui ne semble pas très stupide comme idée, parce qu'on peut se dire que un médecin dans sa vie aurait vu un nombre très limité de cas, et il se base sur son propre expérience qui reste aussi lui très, très limitée. Alors que si nous avons une très 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 grande base de données sur un très grand nombre de patients, par exemple tous les patients du monde, avec leur historique, leurs symptômes, et donc, nous avons une connaissance qui est beaucoup plus riche, qui permettra à un algorithme automatique, s'il serait capable de traiter ces données, de faire des diagnostics qui sont beaucoup plus judicieux. Bon, un peu d'histoire. Donc, le but de ce slide, pour vous, c'est surtout pour moi, c'est surtout de montrer que là, malgré le fait que, si vous voulez, on parle de machine learning et de IA, beaucoup ces dernières, si vous voulez, 5 à 10 ans, c'est pas parce que c'est quelque chose, un domaine qui vient d'apparaître. Donc non, pas du tout. C'est un domaine qui est ancien. Historiquement, bon, si on veut aller vraiment loin dans les origines de l'apprentissage, on va aller jusqu'au 18e, 19e siècle, où on trouve vraiment les premières avancées dans la théorie des probabilités qui permettront de poser les bases de l'apprentissage automatique moderne. Mais la vraie ligne de développement de machine learning commence plutôt les années 50 avec Turing, justement, qui était le premier à penser de cette idée d'un agent intelligent.
Après, les réseaux de neurones étaient parmi les premiers, pareil, les réseaux de neurones qui sont aujourd'hui l'une des méthodes les plus utilisées. Historiquement, c'est aussi parmi les premières méthodes qui ont été inventées, notamment les années 50 et le fameux perceptron de Rosenblatt, qui était un très simple réseau de neurones. Et donc, il a eu beaucoup d'espoir à cette époque-là, espoir que les réseaux de neurones seraient capables de résoudre beaucoup de problèmes, parce que justement, de point de vue théorique, on s'est rendu compte que ces algorithmes semblent être vraiment très puissants. Donc, c'est-à-dire leur promesse était très forte, parce que de point de vue théorique, il avait tout pour arriver à résoudre des problèmes, de prendre des décisions à très grande échelle, par exemple. Or, cela ne s'est pas produit. Donc, dans les années 60-70, on s'est rendu compte qu'on n'arrive pas à faire grand-chose avec ces méthodes-là. Et donc, du coup, on parle là justement de l'hiver de l'IA, si vous avez entendu déjà ce terme. On a laissé de côté l'apprentissage automatique et le machine learning en disant, ouais, le vrai avenir de l'IA, de l'intelligence artificielle, est plutôt la logique. Donc, créer des algorithmes à la base de règles et inférences logiques, et non pas faire en sorte d'essayer d'apprendre les ordinateurs à apprendre. Et donc, du coup, plus tard, quelque part vers la fin des années 80 et début des années 90, il y a eu une nouvelle renaissance, si vous voulez, de l'apprentissage, notamment avec l'invention des machines à vecteurs de support, support vector machines. On va parler de ça aujourd'hui avec vous. Qui était parmi les premières méthodes d'apprentissage avec lesquelles on a pu commencer à avoir des résultats vraiment intéressants dans des nouveaux domaines, par exemple la catégorisation de texte. On va voir aujourd'hui justement pourquoi ces méthodes avaient été tellement performantes. Eh bien, on a laissé de côté les support vector machines plus tard, encore une fois, pour revenir aux origines, c'est-à-dire aux réseaux de neurones, notamment dans les années 2000 et les années 2010 notamment. La théorie fondamentalement n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est que les ordinateurs on avait réussi à construire des machines qui ont des puissances computationnelles qui permettent d'appliquer ces théories. Donc, tout l'enjeu était là, finalement. Et justement, ces derniers 10 ans, il y a eu une accélération assez rapide de la recherche en IA, grâce justement à l'apprentissage profond, ou le deep learning, ce qu'on appelle en anglais, qui est simplement une idée qui en soi n'est pas nouvelle non plus. L'idée de créer des réseaux, donc de neurones en plusieurs couches. Donc on va voir ça plus en détail avec vous l'année prochaine. Et donc, du coup, on parle beaucoup de deep learning aujourd'hui. C'est vraiment un peu le mot-clé qui ressort tout le temps. Sachez simplement qu'il s'agit des méthodes qui, à la base, ne sont pas récentes, même si, bien sûr, il y a beaucoup de recherches aujourd'hui. Si vous voulez, chaque semaine, il y a un nouvel article scientifique qui sort avec des résultats encore plus performants sur des benchmarks différents. Bien sûr, il y a des recherches très actives qui font que la théorie de ces méthodes se développe beaucoup aujourd'hui, mais les idées de base n'ont pas changé depuis très longtemps. Donc, fondamentalement, ce sont des méthodes dont on connaissait leur puissance théoriquement déjà il y a longtemps. Bon, donc on a évoqué le terme intelligence artificielle plusieurs fois. Donc, de quoi on parle plus précisément? Pour vous donner l'image globale, on peut voir l'IA divisée en deux branches. Donc, encore une fois, c'est une vision de l'intelligence artificielle. Nous avons donc l'intelligence artificielle symbolique, donc tout ce qui se base sur des théories computationnelles, donc des règles formelles d'inférence. Là, vous avez par exemple les systèmes experts. Et de l'autre côté, vous avez des méthodes, en anglais on les appelle sub-symbolic, ou bien des méthodes basées sur les données, ou bien les méthodes statistiques, si vous voulez, dans lesquelles nous, on va se passer avec vous, surtout, dans le cadre de ce cours et dans le cadre de cette CTU.
Et donc là, nous avons tout ce qu'on a vu avec vous jusqu'ici, donc des algorithmes qui sont capables d'apprendre automatiquement à partir d'une expérience. Et dans ce groupe-là, on peut voir deux sous-groupes. Donc nous avons les méthodes supervisées, les méthodes non supervisées. Donc aujourd'hui, on va parler des méthodes supervisées. Je crois que c'est la semaine prochaine avec M. Yenko que vous allez parler de clustering, donc des méthodes non supervisées. Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage automatique supervisé? Donc le but ici, c'est de prendre des décisions, donc pouvoir inférer automatiquement les classes des instances, donc des données, en se basant sur des données labellisées. Et donc nous avons besoin à l'entrée d'un ensemble d'un jeu de données. Donc, par exemple, comme on voit ici, dans lequel nous avons deux classes clairement identifiées. Ici, vous avez deux classes, la classe bleue et la classe rouge. D'accord? Donc, on connaît déjà a priori, pour ces instances, pour ces observations, on peut utiliser le terme statistique, quelle est la classe de chacun. Donc, par exemple, rouge, c'est spam et bleu, c'est courriel indésirable. D'accord? Et donc, à partir de ces données d'apprentissage, le but de nos algorithmes, c'est d'apprendre donc des fonctions de classification, ce qu'on appelle des modèles, qui sont capables par la suite d'être appliqués sur de nouvelles données, des données dont on ne connaît pas le label, et pouvoir par la suite les classifier correctement. Okay. Et donc, il peut y avoir parfois un nombre infini de classifieurs, donc des fonctions de classification qu'on appelle des classifieurs, qui sont capables de faire cette tâche-là, c'est-à-dire d'associer correctement des labels aux données inconnues. Donc, comment on sait si ces labels sont correctement associés? Eh bien, justement, on va parler beaucoup de ça aussi aujourd'hui. Il s'agit d'une phase de validation de nos modèles à partir des données déjà connues. Et donc, comme je l'ai dit, il peut y avoir plusieurs modèles qui sont capables de faire cette tâche correctement. Donc là se pose la question pour la suite, comment choisir donc, le meilleur modèle parmi tous les modèles qui semblent fonctionner, semblent marcher pour nos données. Dans le cas d'apprentissage non supervisé, eh bien, nous avons la différence principale par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que eh bien, nos données d'apprentissage ne sont pas labellisées. Donc vous avez quelque chose comme ça. Vous avez un ensemble d'instances. Donc, encore une fois, au niveau vocabulaire, je parle d'instances. On peut les appeler individus, on peut les appeler observations. Ce sont, encore une fois, les différentes individus les différents individus dans notre base de données. Et donc, vous avez ces individus qui n'ont pas de classe connue. Et le but ici est différent. C'est soit de prendre automatiquement ces classes-là, par exemple, grâce aux méthodes de clustering, de pouvoir détecter qu'il s'agit ici de trois groupes d'observation, ou bien de deux groupes d'observation, ou bien pouvoir isoler les cas qui semblent différents, c'est-à-dire ce qu'on appelle des outliers en anglais, ou bien des cas, des instances isolées, pouvoir les détecter. Là, par exemple, vous avez quelque chose qui est une instance qui représente une certaine anomalie par rapport aux autres instances, parce qu'il est loin des trois groupes qu'on aurait définis. Donc ici, vous voyez qu'on peut identifier trois groupes, on peut identifier deux groupes, par exemple, selon comment on veut faire notre clustering. Donc le but de ce genre de méthode, c'est de minimiser les distances entre clusters, c'est-à-dire les distances entre les instances à l'intérieur de chaque cluster, tout en maximisant les distances entre les clusters. Donc maximiser donc les distances entre ces deux ensembles. D'accord? Et donc, encore une fois, à partir d'un ensemble de données d'apprentissage, on pourrait chercher, identifier plusieurs classes, plusieurs clusters. Donc, par exemple, ici, on peut faire forcer notre méthode d'apprentissage de trouver trois classes. À ce moment-là, il va avoir quelque chose comme ça comme résultat, par exemple. Ou bien, on peut lui demander de faire deux classes, deux clusters. À ce moment-là, on aura quelque chose comme ça comme résultat. Encore une fois, vous allez pouvoir parler de tout ça bien plus en détail avec M. Yenko. Ok, donc, une question fondamentale.
Et donc, comment représenter nos données? Donc, vous étiez au cours de recherche d'informations, donc on a beaucoup parlé de ça dans le cadre de données textuelles. Si vous vous souvenez, on a parlé des données représentées sous la forme de vecteurs, le TF-IDF. Voilà, donc ce sont des représentations vectorielles de données qui ne sont pas structurées, de données textuelles par exemple. Dans le cas de machine learning et d'apprentissage automatique notamment, la question de la représentation de données se pose tout au début. Et je dis qu'elle est fondamentale, pourquoi? Parce qu'il peut y avoir plusieurs façons différentes de représenter nos données. Et en fonction de ces façons de représenter les données, nous allons avoir des modèles qui seront différents, des résultats de classification qui seront différents. Donc c'est quelque chose qui impacte de manière assez forte tout le processus d'apprentissage. Quand je dis représentation des données, je parle de quoi? Eh bien, je parle de quelles seront donc les caractéristiques, les variables qu'on va choisir pour décrire nos données. D'accord? Donc, si on revient au cas à l'exemple des données textuelles, et notamment notre exemple de tout à l'heure avec les emails qui sont spam ou pas spam. Bon, les emails, c'est de texte, donc c'est quoi? On peut se poser la question, c'est quoi qui décrit un document textuel? Eh bien, ça peut être les termes qu'on retrouve dans ces documents. On a parlé de ça il y a 2 semaines lors du cours de recherche d'information. On peut isoler un nombre de termes, par exemple tous les mots différents qu'on retrouve dans les emails, mais aussi on peut combiner ces mots en faisant des n-grammes par exemple, ou bien en éliminant certains mots comme les stop words, souvenez-vous. Donc on choisit un ensemble de termes qui vont décrire nos documents. Dans le cas d'email, et donc notamment l'exemple de classification des spams et des courriels indésirables, on peut aller plus loin. Donc, il y a un ensemble de métadonnées qui vient avec chaque message. Par exemple, l'expéditeur, la date de l'envoi, l'heure, le pays ou la localisation géographique. On peut s'imaginer que ces données, ces variables, ces caractéristiques pourraient être aussi intéressantes à ajouter aux features. Donc, features, encore une fois, je ne l'ai pas mentionné, mais je le dis maintenant, c'est un autre mot utilisé pour dire variable ou bien caractéristique. D'accord? Et donc, on peut s'imaginer d'ajouter ces métadonnées aux features qu'on avait déjà définies, donc les mots, pour constituer donc un ensemble ou bien un espace de variables dans lesquelles on va pouvoir projeter nos données, donc chaque document textuel à l'occurrence. Et donc, en fonction de cette représentation, après, on peut appliquer des méthodes de pondération comme le TF-IDF par exemple. Je parle ici encore une fois uniquement de cas de texte. On va pouvoir se retrouver avec ce genre de représentation, donc des vecteurs, qui, donc pour chaque variable, nous allons avoir une valeur donnée qui correspond à chaque entrée, donc chaque instance dans nos données. Et nous allons voir aussi bien sûr la variable de classe, qui est absolument fondamentale et nécessaire pour faire de l'apprentissage automatique. Donc, est-ce que c'est juste de spam ou de mail? Okay. Et c'est à la base de ces représentations vectorielles qu'on va pouvoir par la suite apprendre à séparer donc, nos instances dans ces deux classes-là. Et donc, vous voyez bien que ce processus de représentation de données est vraiment fondamental. Mais au-delà de ça, c'est aussi quelque chose que, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, on peut voir qu'il s'agit d'un processus qui est largement manuel. C'est-à-dire, j'ai dit, on choisit les features, on réfléchit comment représenter les données, et donc on le fait par la suite. Quelles variables sont indispensables pour les décrire, lesquelles il faut plutôt laisser de côté. Et donc, vous voyez bien, il s'agit d'un très grand nombre de questions qu'on se pose, nous, en tant qu'êtres humains, et un nombre de décisions qu'on prend, nous, en tant qu'êtres humains. Et donc, ce processus d'ingénierie des features est largement manuel, même s'il y a des outils, bien sûr, qui nous permettent d'automatiser la mise en place, la mise en œuvre de ces décisions. Mais ces décisions restent quand même prises par un être humain. Donc, par exemple, on peut avoir des algorithmes qui permettent de faire la lemmatisation pour éliminer un nombre de termes, d'accord? Mais toujours est-il que c'est nous qui décidons, en tant qu'ingénieurs, de les appliquer ou pas, ces algorithmes, pour arriver à un nombre de features finales. Et donc,
D'où la grande déception, si vous voulez, qu'on va dévoiler avec vous tout de suite, c'est que on parle d'apprentissage automatique. Or, cette tâche d'ingénierie de features, elle est largement manuelle. Et en plus, c'est une tâche qui prend, vous allez pouvoir avoir l'occasion de vous convaincre vous-même de ce que je vais vous dire, elle prend souvent 80% de la tâche de conception de systèmes d'apprentissage automatique. Vous voyez bien, un vrai problème, c'est que pour faire bien de la classification automatique, d'apprentissage automatique, il faut tout d'abord avoir bien représenté nos données. Et donc voilà, la question qu'on se pose, c'est quels sont les features qui décrivent au mieux nos instances et qui permettent justement de séparer les classes, si on a 2 classes ou 3 classes par exemple, ou bien qui permettent de former des clusters si on fait de l'apprentissage non supervisé. Et donc, du coup, encore une fois, il s'agit de l'ingénierie des features. C'est ça qui nous permettra de réduire la dimensionnalité. Donc, se placer dans un espace qui est compact, c'est-à-dire qu'on a un nombre minimal de features, mais qui est suffisant pour bien décrire les données. Quand je dis bien, encore une fois, le but, c'est de pouvoir faire en sorte que les belles instances qui sont de la même classe se retrouvent proches les unes des autres, et les instances qui sont des classes opposées se retrouvent plutôt loin dans notre espace dans lequel on va aller projeter. D'accord. Il y a un ensemble de méthodes qui permettent de faire ça de manière automatique, c'est-à-dire de sélectionner les variables à partir d'un ensemble prédéfini automatiquement. D'accord. On va voir ça avec vous. Mais ici, j'ouvre une parenthèse pour dire que aujourd'hui, on va beaucoup plus loin que ça. On ne va pas pouvoir avoir ça avec vous lors de ce module. Par contre, on va amplement parler de ça l'année prochaine. Donc, je vous donne beaucoup trop de teasers par rapport à ce qui va se passer en S3. Mais effectivement, on va parler beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui des méthodes de embeddings en anglais, ou bien les plongements des mots ou des graphes. Et donc, notamment, ce sont des méthodes qui permettent d'apprendre des représentations automatiquement. Donc, la question qu'on s'était posée, c'était, eh bien, si on fait de l'apprentissage automatique pour prendre des décisions, par exemple, à classifier les emails, pourquoi pas faire de l'apprentissage aussi pour apprendre automatiquement cet ensemble de caractéristiques ou de variables qui décrivent au mieux nos données, au lieu de faire cela manuellement. Ok, donc vous me dites si ça vous suivez, s'il y a des questions. Encore une fois, avec vous, ce semestre, on ne va pas toucher à ça. Bien sûr, vous êtes libre de regarder de votre côté si vous avez envie, mais de toute façon, on le fera l'année prochaine. Donc, on va effectivement aborder la question de manière, la tâche de classification de manière assez classique. On va s'intéresser à faire de l'ingénierie des features de manière manuelle. Donc, c'est nous qui allons les choisir. Et encore une fois, sous choix, pour le coup, créer des features qui sont sémantiquement de très haut niveau. D'accord. Donc, chaque terme qu'on choisit, il signifie quelque chose. D'accord. Ce sont des représentations de très haut niveau, avec une charge sémantique assez importante. Contrairement à ce qu'on va voir l'année prochaine, des méthodes d'apprentissage automatique des features, des embeddings, qui apprennent des features, donc des variables qui ne veulent rien dire en soi, qui n'ont pas une sémantique propre. Mais pour le coup, on peut avoir une performance assez significative avec ça. Et donc avec vous, ce semestre, on va donc s'intéresser à faire de l'apprentissage suivant une démarche assez classique. Donc la question sur la conversation, pour faire les clusters, on a dû déjà choisir des features. Oui, bien sûr. Donc, peu importe si on fait de clustering ou de la classification, dans la démarche classique, on a besoin d'avoir déjà défini nos features. Donc, cette représentation de données est la première étape, si vous voulez. Donc, vous allez voir quand on commence à travailler sur le projet. La première étape, c'est de représenter nos données d'une certaine façon. C'est-à-dire de choisir nos variables, donc nos features, ou bien les attributs, on peut les appeler comme ça aussi. Et puis, il nous faut bien sûr des représentations numériques. C'est-à-dire qu'il faut attribuer à chaque feature une valeur numérique par rapport à une instance. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Ok. Eh bien, on a parlé de représentation des données. On a dit qu'une fois qu'on a choisi notre espace de features, donc les variables qui décrivent nos données, euh, attendez, juste j'ouvre une parenthèse pour revenir là. L'exemple que je vous ai donné est un exemple qui vient du domaine de classification de texte. Donc, il ne faut pas maintenant s'imaginer que tout ce qu'on fait, c'est traiter de documents textuels. C'est juste un exemple, hein. D'accord? On peut se trouver dans des domaines très différents. Par exemple, l'image. Là, on n'aura pas des mots qui seront non variables. Ce sera quelque chose d'autre. Pour faire de la reconnaissance faciale, par exemple, quelque chose qui se fait beaucoup aujourd'hui avec des méthodes d'apprentissage, il n'y aura pas des mots qui vont nous permettre de définir nos données. Ça va être autre chose, des features plutôt visuelles, par exemple. Okay. Donc, juste pour dire, pour insister que là, l'ensemble de variables n'est pas forcément uniquement des termes. D'ailleurs, dans cet exemple-là, je vous ai aussi dit qu'on pourrait s'imaginer d'ajouter des variables qui sont plutôt des métadonnées qui viennent avec notre document textuel, telles que la date, l'heure de l'envoi, le pays, etc. D'accord? OK, donc une fois qu'on aura choisi nos représentations des données, attendez, question. Dans le cas d'image, l'ensemble de variables serait un ensemble de pixels. Oui, ça pourrait être ça. Donc les pixels, c'est la représentation de plus bas niveau, hein. Mais on peut s'imaginer, par exemple, ce qui se fait beaucoup en imagerie aujourd'hui, c'est par exemple de s'intéresser au groupe de pixels plutôt. Donc quelque chose qu'on peut appeler des mots visuels, entre guillemets, qui permettent de trouver des formes donc, qui sont invariantes par rapport à la rotation, par rapport à la lumière, luminosité, etc., qui permettent de décrire oui, voilà, des couleurs, des formes exactement, qui permettent de décrire donc les images de plus haut niveau, avec des features de plus haut niveau, qui ont un peu plus de sémantique que les pixels. Les pixels, le problème c'est quoi? C'est que vous pouvez avoir des images qui sont au niveau de leurs pixels très similaires, presque identiques, mais que le contenu sémantique de ces images est très différent. Donc on a vu des exemples comme ça, si vous vous souvenez, euh, lors du cours de recherche d'information. On a des images qui visuellement sont très, très similaires, donc leur contenu visuel de bas niveau est très similaire, mais par contre, sémantiquement, ils veulent dire des choses complètement différentes. Donc, alors, il y a vraiment un myriade de features qu'on pourrait s'imaginer d'utiliser. Donc, on ne peut pas être exhaustif là, si on est dans le cas d'image. D'ailleurs, justement, l'année prochaine, c'est celles qui vont suivre le module, on va travailler avec des données visuelles, donc plutôt avec des images satellites. Et vous allez pouvoir vous intéresser plus en détail à ces questions-là. Euh, on peut ajouter ce qu'on veut, en fait, si vous voulez, dans l'ensemble de variables, dans l'ensemble de features. C'est vraiment nous qui avons la main sur cette phase-là. Et toute hypothèse peut être bonne si, bien sûr, on se permet de la vérifier. D'accord? Donc, comment on vérifie les hypothèses? Ben, on se dit, on va ajouter maintenant une variable, on va voir est-ce que ça change la performance ou pas. Toujours, il faut faire cet aller-retour à chaque fois à partir de la donnée de base et leurs représentations qu'on décide de définir et le résultat final de la classification. Est-ce que ça permet d'améliorer ou pas le processus de classification ou d'apprentissage de manière générale? Donc, c'est ça ce qui nous intéresse au final, dans ce cas-là. Et donc, encore une fois, je l'ai dit déjà lors du cours de recherche d'information, mais je le redis là, nous ne sommes pas dans le cas d'une science qui est exacte, dans le sens où, bien sûr, il y a des fondements théoriques qui sont solides, mais le processus de construction des modèles d'apprentissage est largement empirique, hein. Donc, tout modèle qui fonctionne bien est bon. C'est ça, en gros, notre argument en faveur d'un modèle ou contre un autre modèle. D'accord? Ok, donc c'est bien s'il y a des questions sur cette phase-là, même si on est toujours à l'introduction, on n'est pas encore entré dans les algorithmes, mais si on arrive bien à poser les bases, après ça va être plus simple. Euh, donc voilà, on a dit, on a une multitude de façons à définir nos données grâce à des choix différents de variables. Une fois que c'est fait,
Eh bien, on passe à la phase d'apprentissage. Donc, à partir de nos données, on va apprendre un modèle ou des modèles. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent pour un jeu de données d'apprentissage, on peut avoir plusieurs modèles. On va voir tout à l'heure qu'on peut avoir un nombre infini de modèles parfois, qui font le travail, c'est-à-dire qu'ils sont capables de classifier correctement nos données. Eh bien, comment alors choisir parmi ces modèles celui qui est le meilleur? Comment on définit donc le meilleur modèle? Comment on peut les comparer entre eux? Et donc, du coup, là, on passe à la deuxième phase, si vous voulez, qui est justement la sélection de modèles et la validation de ces modèles-là. Et donc, les questions qu'on va se poser ici, c'est par exemple, tout d'abord, à quel point une fonction qui a été apprise sur les données d'apprentissage arrive à prédire correctement les classes sur les données qui ne sont pas encore labellisées. Et puis, comment sélectionner parmi tous ces modèles qui répondent à ce critère-là le meilleur. Et donc, il va falloir pouvoir évaluer la qualité de ces modèles et pouvoir les comparer. Donc, on va beaucoup parler de ça aujourd'hui aussi. On a un tout petit peu vu avec vous lors du cours de recherche d'information comment on valide nos systèmes de recherche d'information grâce aux données de vérité de terrain. Donc, ça va être quelque chose d'assez similaire dans ce contexte-là. Mais il y a un phénomène qui est vraiment important ici et qui se produit beaucoup en machine learning et qu'on veut à tout prix éviter. C'est ce qu'on appelle overfitting en anglais. Euh, En français, peut-être la traduction la plus juste, ce sera surapprentissage. J'improvise, hein. En tout cas, le terme anglais est souvent utilisé. Je vérifie la conversation. Surajustement? Suralimentation. Ah ouais, il y a plusieurs propositions. Bon, il faut comprendre surtout ce que ça veut dire. Donc, overfitting, c'est en fait, si vous voulez, comme si l'ordinateur a appris par cœur, la machine a appris par cœur les données d'apprentissage et est incapable de faire quoi que ce soit avec des données nouvelles qui sont un tout petit peu différentes de ce qu'il a déjà vu. Et donc, les machines à classification qui manifestent ce symptôme sont des machines qui ils sont très performants sur nos données d'apprentissage, donc ils les classifient parfaitement, disons avec une exactitude de 100%. Mais par contre, si on leur fournit des nouvelles instances, ben, ils ne sont pas capables de faire quoi que ce soit. Ou bien ils ont des performances assez mauvaises. Et donc, vous voyez ici l'enjeu. L'enjeu ici, c'est justement de trouver donc, le modèle parmi les modèles qu'on a pu construire, trouver le modèle qui nous évite à avoir ce phénomène. Et donc là, on parle justement de la capacité de généralisation des modèles d'apprentissage. On voit bien, c'est deux termes qui sont opposés, mais qui sont presque mécaniquement connectés. Donc le phénomène de overfitting et le phénomène de généralisation. Donc on veut avoir un modèle qui a des bonnes capacités de généralisation, donc qui est capable à la fois d'être bon sur les données d'apprentissage, mais aussi d'être très bon sur des données qui ne sont pas encore vues par le modèle. Et donc justement, ça c'est vraiment fondamental et on va parler de ça pas mal aujourd'hui, de comment éviter ça, parce qu'au final, tout ce dont on a, tout ce qu'on a au départ, ce sont nos données d'apprentissage. Donc comment on peut savoir sur des nouvelles données comment mon algorithme va se comporter. Donc déjà, on peut commencer à avoir quelques indices. Hein. On peut se dire, ben, ces données d'apprentissage labellisées, elles peuvent aussi jouer le rôle de données qui sont inconnues. Il suffit d'enlever les labels des classes et à faire le test. Mais comment faire ça? Sur quelle partie, quelle portion de nos données enlever les labels pour tester? Si on le fait sur une partie choisie au hasard, par exemple à 30% des données, on risque de construire des modèles qui sont biaisés parce que ces 30% sont choisis un peu au hasard. Faut-il alors peut-être choisir plusieurs sous-groupes sous-ensembles de nos données d'apprentissage et refaire le test sur ces données et pour voir des résultats qui sont un peu plus variés. D'accord? Donc ça, c'est des questions qu'on va se poser justement avec vous aujourd'hui, mais aussi tout le long de semestre.
Ok, donc on cherche à trouver un bon équilibre entre justement ces deux choses-là. Donc éviter le phénomène de overfitting et avoir une bonne généralisation, quitte à parfois permettre à nos machines de classification d'avoir un certain taux d'erreur sur nos données d'apprentissage. Ok. Bon, donc au niveau des méthodes, donc déjà, est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Au niveau des méthodes, des outils et des applications, donc on ne sera pas exhaustif aujourd'hui, ce ne serait pas possible dans le peu de temps qu'on a. Donc on va voir avec vous aujourd'hui les arbres de décision, les classifieurs bayésiennes, les machines en support de vecteurs dont on a parlé tout à l'heure, les cas voisins les plus proches. Les réseaux de neurones, c'est des choses que vous allez voir, qu'on va voir ensemble l'année prochaine. Et l'analyse des clusters, ou le clustering, c'est quelque chose que vous allez voir avec monsieur Dino Yenko, je crois, la prochaine fois. Et donc, au niveau des applications, on a parlé un tout petit peu, la liste est très longue. Donc, vraiment, il y a des domaines très divers et variés. Ça touche presque tous les domaines de nos vies aujourd'hui, l'intelligence artificielle, notamment l'apprentissage automatique. Qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. Et j'ouvre juste une parenthèse pour dire que, alors, le terme IA est quelque peu ambigu en France aujourd'hui, parce que, surtout dans le domaine académique, souvent en parlant de IA, on parle des méthodes, si vous vous souvenez sur mon slide, de grands groupes d'intelligence artificielle. Donc souvent, quand on parle de IA, on évoque plutôt des méthodes symboliques. Et on met de côté toutes ces méthodes statistiques dont on parle aujourd'hui avec vous. On les appelle parfois simplement apprentissage pour éviter l'usage du terme IA. Donc en anglais, la situation est complètement différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en anglais, si on parle de AI, on parle surtout et avant tout d'apprentissage automatique. La raison semble assez simple, c'est que simplement ces méthodes-là, les méthodes d'apprentissage qui se basent sur les données statistiques, s'avèrent beaucoup plus performants aujourd'hui que les méthodes symboliques pour le même type de tâche. Alors, tout de suite, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas dire que les méthodes symboliques ne sont plus utilisées, c'est faux. Elles sont utilisées et elles sont toujours en cours de développement. Et d'ailleurs, un thème de recherche assez intéressant aujourd'hui en IA, c'est justement de chercher à créer des méthodes à l'intersection des deux types de IA. Donc, ce qu'on appelle des méthodes hybrides, dans lesquelles on a de l'apprentissage automatique, mais avec des couches d'inférence logique ou bien de la sémantique formelle, pour celles qui suivent le cours de web sémantique avec moi et Federico. Donc, vous pouvez déjà faire le lien. Une ontologie pourrait nous aider à décrire mieux nos données de manière sémantique. Elle peut aussi nous aider, donc des modèles sémantiques formels peuvent nous aider aussi à mieux interpréter les résultats des algorithmes d'apprentissage. Donc c'est vraiment intéressant aujourd'hui d'aller vers cette hybridation, si vous voulez, de ces deux grandes familles d'intelligence artificielle. Bon, parlons outils, pareil, il y en a plein. Avec vous, ce qu'on va faire ce semestre, si on va utiliser surtout scikit-learn et Python, que vous maîtrisez déjà, je pense. Je veux dire, vous avez déjà peut-être un tout petit peu d'expérience avec ça. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment très simple à mettre en place des systèmes de classification grâce à ces outils-là. Et donc, vous allez voir que en termes de programmation, il n'y a pas énormément de choses à faire dans le cadre de ce semestre-là. Par contre, les vraies questions qu'on va se poser, c'est plutôt de l'ordre de la création de nos modèles d'apprentissage, la définition de nos représentations des données, donc l'ingénierie des features. Donc c'est là où ça va se jouer surtout. Et les questions qu'on va vous poser, par exemple, s'il y a une soutenance, ce sera de cet ordre-là. Ce qu'on va vouloir voir dans vos rapports,
à la fin du projet, c'est avoir fait bien votre analyse, donc expliquer et justifier vos choix de features, vos choix de modèles, vos choix de paramètres, etc. Et les justifier, ça veut dire simplement, de manière empirique, démontrer que un ensemble de traitements fonctionne mieux qu'un autre ensemble de traitements, qu'un modèle donné donne des résultats meilleurs qu'un autre modèle. Et pouvoir au moins donner quelques intuitions pourquoi. D'accord. Bon, on va passer. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? C'était juste l'introduction, hein, mais qui avait pour but de vraiment poser les bases des définitions et des notions centrales. Donc, s'il y a des questions sur cette partie-là, dites-moi, sinon on va passer, hein, au jeu de slide numéro 2, qui s'appelle classification, que vous voyez maintenant sur mon écran, je pense. Donc ça, c'est un jeu de slide que j'ai pas fait moi-même, mais je m'en sers parce que bon, bah, c'est plutôt bien fait. Il y a des exemples qui sont assez clairs. Après, n'hésitez pas de votre côté de chercher des ressources, hein. Vous allez voir qu'il y en a plein aujourd'hui sur le web. Donc, n'hésitez pas à chercher des tutoriels, par exemple, si ça vous intéresse. Alors, je ne comprends pas la question qui vient d'être posée. Ce qu'on fait aujourd'hui est une généralisation de ce qu'on a fait il y a 2 semaines par rapport au cours de recherche d'informations. N'hésitez pas à mettre votre micro, hein. Euh, alors, on va pas, disons que ce qu'on a fait il y a 2 semaines en recherche d'informations, on a posé la base de la représentation vectorielle des textes grâce au schéma de pondération comme TF-IDF. On a parlé aussi euh, validation de la performance, donc mesure de performance. On va aussi s'appuyer sur ça aujourd'hui. Le domaine dans lequel on se place aujourd'hui est différent. Donc, on est vraiment dans le cadre d'apprentissage automatique. On n'a pas parlé de classification proprement parlant il y a 2 semaines. On a parlé de recherche d'informations, donc comment retrouver un ensemble de résultats pertinents par rapport à une requête. Aujourd'hui, on va parler vraiment d'apprentissage automatique. Et donc, on va s'appuyer sur pas mal de choses qu'on a vues il y a 2 semaines, mais on ouvre un volet différent. Donc oui, il y a des choses qui peuvent être vues comme généralisation de ce qu'on a vu il y a 2 semaines, mais moi je dirais pas généralisation, mais plutôt on va les situer dans un domaine différent, sa notion. Voilà. Ok, donc du coup, alors, juste un instant, je regarde l'heure. Ouais. Donc du coup, quelle est la situation? Maintenant, on va poser un peu les choses formellement, les bases, et on va travailler avec un exemple qu'on va voir tout à l'heure. Donc, nous avons un ensemble d'individus, records en anglais, et donc ce qu'on appelle un ensemble d'apprentissage. D'accord? Donc, c'est son nom donné d'apprentissage. Et donc, chaque instance dans ces données-là est définie par un ensemble d'attributs, ou bien variables, ou bien features, ou caractéristiques. Et l'un de ces attributs est ce qu'on appelle la classe. D'accord? Donc, c'est le label de la classe. On va surtout parler de classification binaire, c'est-à-dire que nous avons deux classes, sachant que en apprentissage, on peut avoir bien sûr plus de deux classes, mais le cas binaire est fondamental parce que grâce si on arrive à construire des modèles pour le cas binaire, en théorie, on pourrait traduire chaque problème de classification en multiples classes à plusieurs problèmes à cas binaire. D'accord? Si vous avez 3 classes, vous pouvez le partager en 2 sous-classes binaires, sous-tâches binaires. D'accord? Donc, c'est pour ça que si on comprend bien la classification binaire, après la génération vers la multiclasse vient assez naturellement. Donc, le but, c'est de trouver un modèle qui est capable de prédire les classes de nos instances de manière automatique.
Et voilà l'exemple qu'on va utiliser avec vous aujourd'hui. On va le regarder pour le comprendre un peu. Donc, nous avons ici ces données d'apprentissage. Donc, c'est un ensemble de 10 individus, 10 instances. Et vous avez 4 variables, dont une qui est en rouge ici, qui est la variable de classe, et 3 autres variables qui décrivent nos données. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Eh bien, vous avez une variable qui s'appelle refund, remboursement, je pense en anglais. Vous avez une autre qui s'appelle marital status, donc est-ce que la personne est mariée, divorcée ou célibataire? Statut civil, non? C'est ça en français? Et puis vous avez, ou état civil, enfin, je suis pas sûr. Vous avez par la suite une variable qui s'appelle revenu imposable. Et donc, chaque ligne correspond à une personne. Et puis, la dernière variable, qui est la variable de classe, il y a deux valeurs, oui ou non, et son nom est cheat. Cheat en anglais, ça veut dire tricher. Hein. Donc, ça veut dire, je pense que ça, ce sont des données qui s'intéressent à prédire automatiquement est-ce qu'une personne est susceptible ou pas de commettre de fraude fiscale, par exemple, pas déclarer ses revenus ou ce genre de crime. Et donc, du coup, le but est quoi? Eh bien, à partir de ces données-là, de prendre un modèle ou des modèles, en choisir un parmi ces modèles-là et l'appliquer sur des données non connues. Donc, la variable de classe n'est pas renseignée pour ces 5 instances dans les données de test. Okay. Donc, nous avons ici des données d'apprentissage et des données de test. Alors, pourquoi je dis données de test? Parce que vous comprenez bien ce qui se passe ici, c'est que, eh bien, en réalité, les données de test sont des données pour lesquelles on connaît les labels, mais on les aurait enlevées pour pouvoir par la suite comparer avec les données d'origine. D'accord? Et une question qu'on va se poser avec vous, c'est justement comment choisir un sous-ensemble de nos données d'apprentissage pour l'utiliser comme des données de test. Donc c'est très important, j'insiste déjà tout de suite, de ne pas tester sur les mêmes données sur lesquelles on aurait appris. Il faut que ce soit des données différents. Ok? Donc c'est pour ça, on va voir comment on peut se servir d'un jeu de données d'apprentissage pour l'utiliser pour le test aussi par la suite, en faisant en sorte de ne pas apprendre sur les mêmes données sur lesquelles on va tester. Je ferme la parenthèse, mais gardez quand même ça en tête. Est-ce qu'il y a une question? Le sous-ensemble, est-ce qu'il faut que le sous-ensemble soit représentatif selon le plus de critères possibles? En quelque sorte, oui. Pourquoi? En fait, ce qu'on cherche, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est surtout de faire en sorte que on n'introduit pas un biais dans notre décision finale. C'est-à-dire que si on prend un sous-ensemble de tests et on arrive à avoir une très bonne performance, on va se dire, ah parfait, nous avons construit un modèle qui est vraiment génial, qui classifie très bien nos données. Après, on prend un autre sous-ensemble de manière aléatoire, on applique le même modèle, il se trouve que il se trompe sur chaque instance, par exemple, d'accord? Et donc, ce qu'on cherche, c'est justement d'avoir une représentativité, effectivement, mais surtout de couvrir un très grand nombre de données d'apprentissage en faisant ça. Et donc, l'une des choses qu'on va mettre en œuvre, par exemple, c'est si vous avez vos données d'apprentissage, on va prendre plusieurs tranches. Par exemple, on va le diviser en 10, d'accord, en 10 sous-ensembles, et on va faire 10 fois notre apprentissage, à chaque fois, en changeant les données de test. Vous voyez, on va utiliser un bloc de test différent à chaque fois. On va prendre notre modèle, on va tester sur ces données-là, on va arriver avec un ensemble de mesures de performance, et à la fin, on va pouvoir avoir une vue globale sur la performance sur un très grand nombre de, du coup, 10 sous-ensembles de tests. Donc, vous voyez, le but, c'est de faire en sorte que plus ou moins chaque instance puisse participer dans le processus à la fois comme donnée d'apprentissage et comme donnée de test. Okay. Encore une fois, pour pas que ça soit confus, j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas faire le test sur les mêmes données que les données d'apprentissage. Et ça ne sera pas le cas parce qu'à chaque fois, les données de test qu'on va utiliser seront différentes par rapport aux données d'apprentissage. On va simplement les faire une espèce on va parcourir nos données de manière l'un après l'autre, c'est 10 blocs différents. À chaque fois, ce seront des données différentes par rapport aux données d'apprentissage, mais toujours est-il qu'à la fin du compte, chaque instance aurait participé à la fois comme donnée d'apprentissage et comme donnée de test.
Okay, donc, effectivement, on cherche d'augmenter cette représentativité des données en choisissant nos données de test. Est-ce que ça vous semble clair intuitivement au moins? On va y revenir tout à l'heure, vers la fin de la matinée. Bien, on va parler d'exemples de tâches de classification, pas mal. On ne va pas s'arrêter sur ça. On va aller directement vers les méthodes. Donc, on va voir quatre méthodes, donc les trois qui sont en rouge ici, plus les SVM, les Support Vector Machines, avec vous. On ne va pas pouvoir entrer dans les détails techniques et formels de ces méthodes-là. Il faut quand même essayer de comprendre au moins l'intuition derrière chaque méthode. Vous allez voir que ces algorithmes sont différents. Et de manière intrinsèque, ils ont des natures qui sont vraiment différentes. Et c'est important de comprendre un peu au moins cette nature de ces méthodes. Pourquoi? Parce que cette nature-là, elle peut nous permettre d'expliquer pourquoi une méthode semble avoir plus performant sur un jeu de données qu'une autre méthode. On peut avoir certaines heuristiques. Par exemple, on sait que pour du texte, les classifieurs Bayesian ont une très bonne performance. On sait que pour le texte, les support vector machines sont très bons. On sait que pour le texte, les erreurs de décision, typiquement, ne donnent pas des bons résultats. Voilà, donc c'est des choses qu'on sait parce qu'on a déjà eu pas mal d'expérience dans ce domaine-là. D'accord? Donc on peut s'appuyer sur des heuristiques comme ça, mais à chaque fois, on a des données qui sont nouvelles, une tâche qui est nouvelle. Donc, notre but, c'est d'être exhaustif dans notre étude. Hein. Donc, d'avoir essayé un maximum de méthodes pour proposer à la fin une solution qui se base justement sur une expérience assez large. Donc, avant de parler de ça, tout d'abord, un petit spoiler, on va beaucoup s'intéresser à la question de la validation. Quelle mesure on va utiliser? Et donc, du coup, une mesure qui est souvent utilisée en apprentissage est la mesure de accuracy, ou bien exactitude, on va dire en français. Souvenez-vous, en cours de recherche d'information, on a surtout utilisé la précision, le rappel et la F-measure. Donc, ce sont des mesures qui sont aussi utilisées en apprentissage. Mais l'accuracy ne fonctionne pas du tout comme mesure de performance en recherche d'information. Par contre, en apprentissage, elle est souvent utilisée. Pourquoi? Parce que l'accuracy, c'est quoi? Vous avez la définition ici, vous avez le rapport entre le nombre d'instances qui ont été classifiées correctement et l'ensemble total d'instances. Donc, en gros, sur quel pourcentage on se trompe dans la prédiction. S'il y a deux classes, combien il y a d'instances positives qu'on classifie comme négatives, combien il y a d'instances négatives qu'on classifie comme positives dans le cas binaire. Eh bien, pour la recherche d'informations, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de documents, souvenez-vous, qui ne sont pas pertinents. Donc, si on cherche à trouver l'accuracy, elle sera souvent assez bonne parce que, justement, il y a beaucoup de vrais négatifs, en fait. Beaucoup d'instances qui sont donc des documents qui ne sont pas pertinents, mais que la machine ne va pas les retrouver. Donc, on les classifie quelque part correctement, mais ils sont très nombreux. La majorité de documents ne sont pas pertinents par rapport à une requête. Alors, dans le cas d'apprentissage, nous n'avons pas ce problème, puisque souvent, on cherche à avoir des classes, ce qu'on appelle des classes équilibrées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons deux classes dans nos données d'apprentissage, le nombre d'instances dans la première classe doit être à peu près égal au nombre d'instances dans la deuxième classe. Okay? Donc, si on revient à cet exemple-là, il nous faut un nombre d'instances de la classe No à peu près pareil comme le nombre d'instances de la classe Yes. Bon, ce n'est pas le cas dans l'exemple ici. Et ce ne sera souvent pas le cas dans plusieurs exemples réels, dans plusieurs scénarios réels. Donc, souvent, on s'intéresse de pouvoir équilibrer ces classes-là. D'accord? Donc, posez-vous cette question déjà. On va travailler avec des données qui ne sont pas équilibrées. Donc, il y a plusieurs façons de les équilibrer avant de passer à l'acte. Et notamment, par exemple, tout d'abord, s'il y a l'une des deux classes qui est plus large que l'autre, on peut simplement enlever les instances qui sont de plus. Mais bon, lesquelles? Comment choisir donc le sous-ensemble? Encore une fois, la question de biais se pose. Ou bien, sinon, de l'autre côté, on peut faire en sorte de générer de manière artificielle des instances de la classe plus petite.
Donc, statistiquement, il y a des méthodes qui permettent de faire ce genre de génération automatique de variables, d'instances, qui nous permettront d'augmenter la taille de la classe qui est de plus faible effectif. Okay, donc, le but étant d'avoir deux classes qui sont équilibrées. Je pense qu'il y a une question. Pour vous, vous tolérez un déséquilibre de combien pour deux classes? Bon, bien sûr, ça dépend de la taille de vos données. Hein. Donc, il faut. Donc, ça dépend de la taille de vos données. La création des données équilibrées, ça dépendra par la suite aussi de quelle mesure de performance on veut appliquer. Si on se base sur l'accuracy, donc l'exactitude, on a vraiment intérêt d'avoir des classes équilibrées, c'est-à-dire qu'il y a vraiment très peu de différence entre les deux classes, voire qu'ils ont exactement le même nombre d'instances. Oui, bien sûr, la création de nouvelles données peut introduire du biais. Donc, je l'ai dit hein, tout à l'heure, nous ne sommes pas dans le cas d'une science exacte, hein. On est dans le cas d'une science empirique. Encore une fois, les méthodes derrière la théorie est solide, on connaît les propriétés de ces modèles, en tout cas les modèles qu'on va voir avec vous aujourd'hui. Mais lors de l'application, on est comme un médecin qui teste un traitement grâce à un ensemble d'hypothèses et on regarde si ce traitement est efficace ou pas. À un moment, il se rend compte que ce traitement ne fonctionne pas, et ben on va changer de traitement pour que ça marche mieux. C'est comme ça que ça fonctionne à peu près la médecine occidentale aujourd'hui. Et donc, nous, on serait un peu comme ces médecins-là, dans le cas de notre démarche de data scientist. Donc, encore une fois, ce qui sera notre argument irréfutable en faveur d'un modèle, c'est de dire, eh bien, ça marche bien. Regardez, on arrive à avoir une exactitude de 95% par exemple. Donc ça, c'est très bien. Et si on arrive à démontrer ça, et ben à ce moment-là, bien sûr, appuyer sur le fait qu'il y a des propriétés de généralisation qui sont sympas. Si on arrive à démontrer ça, normalement, on a accompli notre tâche. Et donc oui, ajouter de nouvelles instances ou en enlever pour avoir des classes équilibrées peut introduire du biais, mais par contre, si ça nous permet d'avoir des résultats qui sont valides et qui sont de bonne qualité, alors on a le droit de le faire. Okay. Bon, donc on va vite fait voir les arbres de décision avant la pause. Donc ici, c'est un ensemble de méthodes qui permettent de créer donc des structures qui décrivent les données grâce au graphe binaire. Binaire si on le veut, ça peut être aussi, on va voir tout à l'heure, des types de graphes différents, mais c'est souvent les graphes binaires qui sont utilisés. Dans les arbres binaires, un arbre, c'est un type de graphe. Donc si vous avez fait un peu de théorie de graphe, vous vous souvenez sans doute. Et donc, pour voir avec un exemple, ça sera plus clair, je pense. Regardons ici ce qui se passe. Donc, ce qu'on a sur nos données de départ, nous avons appris, donc automatiquement, cet arbre de décision. À quoi ressemble donc un arbre de décision? Un arbre de décision, pardon. Vous avez donc un ensemble de nœuds qui sont en jaune ici et qui sont chacun correspond à quoi? Eh bien, à l'une de nos variables, hein, l'un de nos attributs descriptifs, donc des attributs qui ne sont pas la classe. Il y en a 3 ici. Hein. Bon, la première colonne, c'est juste des identifiants, on ne la prend pas en compte. Et donc, vous avez donc un arbre binaire ici. Donc, il y a 2 branches qui partent de chaque nœud. Vous voyez. Et à chaque fois, hein, le critère de choisir l'un de ces 2 schémas se base sur la valeur qui possiblement est prise hein, de la variable hein, que ce nœud-là représente dans nos données. OK? Et donc, pour refund, ici, nous avons 2 valeurs possibles, yes et no. Et donc, on construit l'arbre de cette manière-là. Donc, en fait, on va dire, ben, il y a 2 possibilités à partir de refund. Soit mon individu, il va avoir comme valeur yes, ou bien mon individu va avoir comme valeur no. Et selon le cas, on prend une décision vers où aller. Et si on avait un individu qui a comme valeur yes, ce qui se passe ici dans cet arbre-là, c'est que tout de suite, on peut le classifier cet individu. C'est-à-dire directement, il se retrouve avec du coup, la feuille de l'arbre, c'est le dernier anneau qui n'a pas de descendant. La feuille de cet arbre-là, ici,
a directement la valeur de la classe. Donc tout ce qui est en bleu en fait. D'accord? Pourquoi on se permet de classifier comme ça un individu directement dans la classe négative à la base d'une seule observation, d'une seule variable? Tout simplement parce que si vous regardez nos données, vous allez constater que eh bien, tous les individus qui ont la valeur yes de la variable refund sont dans la classe négative. Vous voyez? Il y en a 3 ici. Et donc, il suffit de vérifier quelque part quelle est la valeur de la variable refund. Et si cette valeur est yes, on est tout de suite dans la classe négative. Il n'y a aucune exception de cette règle-là. Donc, on ne se trompe jamais par rapport à ça. Par contre, si refund avait valeur no, par exemple ici, eh bien, on peut être dans la classe négative, mais on peut aussi être dans la classe positive. Alors, on ne peut pas trancher. À ce moment-là, il nous faut un autre critère. Eh bien, l'arbre va aller plus loin maintenant, plus en profondeur. Bon, c'est un arbre qui croît vers le bas, hein, donc du coup, si vous voulez le voir comme un arbre, il faut l'inverser. Là, c'est plutôt comme des racines. Hein. Donc, l'arbre va aller plus loin. Du coup, on va regarder un autre feature. Donc, le feature marital status. Okay. Et donc, on va regarder, eh bien, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ce qu'on constate, c'est que pour tous les individus qui ont non pour les variables refund et married pour les variables marital status, ils sont, ces individus, dans la classe négative, dans la classe non. Ok? Eh bien, si ce n'est pas le cas, il va falloir regarder plus loin. Eh bien, le critère de branchement ici, c'est soit marié, soit de l'autre côté, on a mis tous les autres, donc les divorcés et les célibataires. On les a mis ensemble, puisqu'on crée un arbre binaire. Ok? Et donc, on va comme ça jusqu'à ce que toutes nos instances sont classifiées. Donc, chaque instance se retrouve dans une faille à la fin. Et donc, c'est ce qu'on appelle un modèle. Notre modèle, ici, ça va être cet arbre de décision. Et cet arbre de décision va être appris automatiquement à partir de nos données. Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs fois, il peut y avoir plusieurs modèles qui fonctionnent pour nos données. Et on va tout de suite maintenant pouvoir voir le premier exemple qui vient appuyer ces mots-là. Donc, vous avez cet arbre-là qui correspond à mes données. Mais j'ai aussi un autre arbre que vous avez ici qui correspond aussi parfaitement à mes données d'origine. D'accord? Donc, c'est un arbre qui, vous voyez, il n'est pas pareil comme celui-là. On n'a pas choisi la même racine, on n'a pas choisi les mêmes critères de branchement, mais il classifie aussi correctement nos données. Alors, encore une fois, il peut y avoir plusieurs modèles, donc plus qu'un seul arbre de décision qui fonctionne. Il y a une question. Mais quand nous avons un tableau avec beaucoup de lignes, ça doit être fastidieux de trouver la relation entre les features. Eh oui, tout à fait. Donc déjà, là, on le fait à la main, hein, c'est-à-dire que vous voyez bien qu'on construit ces arbres de décision très facilement. Il a 10 observations. Tout d'abord, les algos d'arbres de décision font ça automatiquement. Ce n'est pas vous qui allez indiquer à l'ordinateur comment. Bon, on peut donner quelques indices hein, si on veut. Mais toujours est-il qu'effectivement, ça peut être fastidieux. Ça peut être chronophage en termes de temps de calcul, si nous avons beaucoup de données, mais aussi et surtout, l'intérêt des arbres de décision, si vous pouvez commencer déjà à avoir une intuition, c'est que ce sont des méthodes qui ont une force descriptive assez élevée, c'est-à-dire qu'ils nous permettent, de manière même visuelle, de se rendre compte lesquelles de nos variables jouent quel rôle. D'accord? Donc, on peut voir que, par exemple, le marital status ici, on peut interpréter directement l'arbre en disant, eh bien, toutes les personnes qui sont dans nos données, qui sont mariées, ils sont jamais dans la fraude fiscale. Bon, je ne suis pas du tout en train de faire une généralisation globale par rapport à ça, hein, c'est juste par rapport à nos données. D'accord? Donc, on peut interpréter notre arbre, chose très importante en fait, hein, si vous voulez, pour les algos d'apprentissage, c'est de pouvoir interpréter, les expliquer, les comprendre. J'ouvre une parenthèse, hein, vite fait, juste pour dire que ça, c'est une très grande question aujourd'hui en IA, de fournir des méthodes qui ont la possibilité d'expliquer les modèles d'apprentissage qui sont souvent des boîtes noires. Bon, je ferme la parenthèse. Et donc, vous voyez bien, les arbres de décision peuvent nous aider de faire ce genre d'interprétation de nos données. Mais effectivement, le problème, c'est qu'il devient un peu compliqué à mettre en place
point de vue computationnel quand les données sont très grandes, donc beaucoup de variables et beaucoup d'instances. Et surtout que cette caractéristique ou propriété très sympathique qu'ils ont de pouvoir nous aider à interpréter nos résultats et nos données, elle se perd quand on a beaucoup de données. Mais on peut s'imaginer de regrouper plusieurs variables ensemble, par exemple, et construire des arbres comme ça, à la base de variables regroupées, qui par la suite va nous permettre de faire une première passe sur nos données, si vous voulez. Une première passe qui va nous permettre d'identifier déjà des groupes de variables qui semblent plus importants par rapport à la sortie que d'autres groupes de variables. Donc, vous voyez bien qu'une méthode de classification peut être utilisée comme un pré-traitement de nos données, comme une pré-classification, si vous voulez, pour identifier des variables qui sont plus importantes que d'autres, par exemple. Je pense qu'il avait une question. Des arbres de décision seront plus optimisés que d'autres. Oui, effectivement. Et surtout, encore une fois, rappelez-vous de ce qu'on a parlé tout à l'heure, le fait qu'on s'intéresse à voir des modèles qui ont une force de généralisation qui est vraiment importante. C'est-à-dire qu'on arrive à être aussi bon sur les données d'apprentissage que sur les données de test. Donc ça va être le critère qui est le même pour tous les algorithmes, peu importe le modèle qu'on choisit, pour les arbres de décision aussi. Donc du coup, c'est ça qui va guider, si vous voulez, la construction de l'arbre. Et effectivement, il y aura des arbres qui sont plus performants par rapport à ce critère-là, la généralisation ou autrement le manque de surapprentissage. Juste pour parcourir donc cet exemple-là, mais vous avez déjà compris comment ça se passe. On commence par la racine de l'arbre. Donc ici, vous avez une nouvelle instance avec une classe inconnue, les trois variables avec les valeurs. On connaît les valeurs de variables, on ne connaît pas les valeurs de la classe. Voilà. Et donc, du coup, on va commencer par la racine. On regarde la première variable refund. Est-ce que nous avons oui ou non dans les données de test? Nous avons non. Donc, du coup, on va prendre le chemin à droite, donc la branche à droite. On va retomber sur le nœud qui correspond à la deuxième variable, marital status. Nous avons la personne qui est mariée. Hop, du coup, elle se retrouve directement dans la classe négative. Bon, on a compris ça. Donc, il y a plusieurs algorithmes qui sont implémentés. Vous allez voir sur Excusez-moi. Oui. Et aussi, si jamais il n'y a pas 100% des données qui correspondent, mais que 95 par exemple, on peut quand même mettre, quand on crée l'arbre, si jamais il y a 95% des yes qui donnent un no, on peut quand même créer la branche plutôt que de Oui. continuer à analyser. Voilà, donc ça c'est exactement ce qui va se passer, c'est qu'on va chercher de voir des nœuds, des failles pures, on va dire, c'est-à-dire des nœuds dans lesquels il y a 100% des données qui sont classifiées correctement, mais en réalité, ce qu'on va chercher, c'est plutôt de s'approcher à quelque chose comme ça. Et donc on peut tolérer évidemment une certaine marge d'erreur dans ce processus. Je l'ai dit tout à l'heure, justement, pour améliorer les propriétés de généralisation, parfois, on va accepter justement de se tromper parfois pour permettre d'avoir meilleure performance globalement sur plus de données de tests. Est-ce qu'on peut prédire des variables dépendantes avec un arbre décisionnel? C'est une bonne question. Alors, oui, à vrai dire, j'ai jamais utilisé les arbres de décision comme un outil de prédiction donc la dépendance, en gros, ça va être une corrélation, ce qu'on cherche à trouver. Donc, il y a plusieurs méthodes statistiques qui permettent de chercher la dépendance des variables ou le manque de dépendance, notamment par exemple l'information mutuelle et des méthodes comme ça. Les arbres de décision, effectivement, on pourrait les appliquer pour cela grâce au fait qu'on peut voir que justement, si on a une valeur donnée de la première variable et une autre valeur de la deuxième, on se retrouve toujours dans la même classe. Donc, quelque part, ces deux variables-là, par rapport à leur valeur, sont dépendantes en fonction du résultat de la classe, par exemple. Mais je ne crois pas que c'est vraiment la méthode qui est le plus souvent utilisée pour justement chercher ce genre de dépendance entre les variables. On va en parler un tout petit peu de ça, pas aujourd'hui, mais la prochaine séance quand on parlera des méthodes de fouille de texte. Ok, je crois qu'on va s'arrêter ici.
Après la pause, on va parler de, la classification Bayesian. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que oui. Si dans la donnée, il y a 100% qui donne un résultat, ça ne laisse pas de flexibilité pour les autres données. Ça veut dire quoi, 100% de résultats? Par exemple, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, tout à l'heure, il y avait 100% des, je sais plus, quand ils étaient mariés, ça donnait toujours la même chose en fait. Si après, quand on fait le modèle, donc ça veut dire que le modèle va être appris en disant que c'est toujours vrai. Mais si on avait des données plus larges, il y en avait un par exemple qui sortait du lot. C'est ça que je veux dire. Du coup, ça donne pas de flexibilité. Mais ça rejoint, je pense, la question qui a été posée tout à l'heure, en fait, que est-ce qu'on peut permettre d'avoir, par exemple, non pas 100%, mais par exemple 80% des données qui sont correctement classifiées selon une branche? Non? Ça rejoint un tout petit peu cette question. Un peu, mais dans le sens où là, on a déjà des données qui sont à 100%, mais quand on va avoir de plus grandes données, ce serait que 95. Ce serait dans l'autre sens. C'est que d'abord, on a 100% et après… Mais si on a plus de données, si on a des données plus grandes, donc du coup, on n'a plus le même jeu de données. Donc, il va falloir reapprendre l'arbre. D'accord? Donc, on ne va pas pouvoir appliquer la même erreur Mais si on applique le modèle sur des données nouvelles, pour Oui, justement il va pour le falloir, classifier. il va falloir reapprendre le modèle, le re-entraîner sur ces nouvelles données. Donc, D'accord. d'où l'importance justement de choix de données d'apprentissage. Hein. Donc, parce que ce que vous allez faire, c'est créer un modèle qui est donc c'est une machine de classification qui vous allez dire voilà ma solution de ce problème-là. Maintenant, donnez-moi de nouvelles instances du monde réel que j'ai pas vu. Je vais pouvoir vous faire des classifications qui sont correctes. Par exemple, prévoir automatiquement s'il va pleuvoir dans une semaine à la base de données de historique, etc. Euh, donc ça, vous allez pouvoir dire qu'avec votre machine de classification, vous êtes capable de prédire maintenant, prendre une décision sur de nouvelles données, bien sûr, étant donné qu'elles sont, qui sont supposées être issues de la même distribution. Hein. C'est-à-dire qu'une machine qui est apprise pour prédire la météo ne peut pas être appliquée pour prédire les cancers sur l'imagerie, évidemment. Mais tout de même, la question de sur quelles données cette machine a été apprise, même si c'est la même population, on ne travaille pas sur toutes les données possibles, si on est dans le cas de prédiction de la météo, par exemple. Donc, on travaille toujours sur des échantillons. Et toute la question est là, c'est comment choisir mon échantillon pour que ma machine de prédiction soit vraiment performante sur de nouvelles données. Et donc, Oui, c'est normalement, ça. ce qu'il faut Okay. dire toujours, c'est plus les données sont grandes, mieux c'est. Plus l'échelle est grande, mieux c'est. Donc, plus on se rapproche à quelque chose qui couvre et plus représentatif de la population globale. Mais dans ces cas-là, plus on prend grand, on n'a pas de risque de surapprentissage si on prend trop. Si on a toutes les données possibles du monde pour une tâche, à ce Oui. moment-là, on a plus envie, on fera l'apprentissage une fois pour toutes et on sera vraiment bon parce qu'on connaît tout, on aura tout vu, d'accord? Bien sûr, c'est pas faisable. Et d'ailleurs, justement, le problème c'est là, c'est que avec la taille, on s'améliore, mais aussi on perd en termes de performance computationnelle, par exemple. Et donc, il y a un équilibre à trouver justement entre la taille de nos échantillons, des données qu'on utilise pour l'apprentissage, le test, et la performance, toujours. Donc, c'est pour ça, on va parler de ça tout à l'heure, si on a le temps, mais on fait des analyses statistiques déjà au départ sur nos données pour et déterminer la taille de notre échantillon qui semble suffisante pour correctement classifier. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est que si on commence par un échantillon tout petit, la performance est mauvaise. On augmente l'échantillon, la performance augmente avec l'augmentation de l'échantillon. Jusqu'à arrive un moment, on observe une espèce de saturation, c'est-à-dire qu'on peut beau ajouter plus d'instances, ça ne nous aide pas à améliorer la performance. Donc il y a quelque part une courbe qui croît au début de manière assez rapide, mais après elle arrive à une espèce de plateau, ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage. Et c'est là où on commence à aplatir cette courbe-là, c'est qu'on va trancher, on va dire, OK, on s'arrête à cette aile. Et dans beaucoup de cas réels, on n'a pas le luxe, entre guillemets, de pouvoir faire ce genre de choses parce que simplement, on n'a pas, souvent, on peut être face à un problème dans lequel on n'a pas suffisamment de données d'apprentissage.
Donc, du coup, les questions qu'on se pose, c'est comment générer ces données, d'où les trouver pour qu'on arrive aux performances qui sont bonnes. Donc, vous voyez bien, il y a vraiment beaucoup de paramètres à considérer, à prendre en compte quand on commence à faire de l'apprentissage. Et c'est justement sur ce genre de choses qu'on va vous interroger, si vous voulez, pendant les soutenances. C'est ce qu'on va vouloir voir dans vos analyses et vos rapports. Bon, on va en pause, hein, parce que l'on a dépassé déjà. Donc, on se retrouve dans 10 minutes sur Zoom. À tout à l'heure.